Voilà, et bien maintenant je vais laisser la parole à Didier Meyer, vice-président du CIDELA, vice-président de Puissance Sèvres et Managlo, délégué à la transition énergétique et à la mobilité nerf de gorge, qui va donc introduire ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la mobilité. C'est un sujet, vous le voyez, qui nous concerne tous dans notre quotidien et nous souhaitons donc à travers ce thème de la mobilité pouvoir appréhender, je dirais, les différents enjeux. Alors, ils nous concernent tous en tant qu'usagers, mais ils concernent bien évidemment aussi les collectivités territoriales dans leur politique publique et leur offre de services, que ce soit les communes, les EPCI, le département, à travers notamment la voirie et bien évidemment la région. Ce qui est sans doute important et que l'on verra aujourd'hui, c'est que ce sujet est en pleine évolution et va évoluer très rapidement dans les prochaines années, notamment sous l'effet de la transition énergétique et climatique. Avec le secteur résidentiel, un point important à bien évidemment avoir en tête, c'est que la mobilité est le secteur qui rassemble le plus d'enjeux dans les plans climat, air, énergie territoriaux. En effet, c'est le premier poste consommateur d'énergie, le premier poste émetteur de gaz à effet de serre et la première source de pollution de l'air. Donc on mesure vite la complexité du sujet et on voit que ça implique également de nombreux facteurs, certes l'aménagement du territoire, l'évolution des technologies, les aspects réglementaires et bien évidemment la modification des comportements et des pratiques de chacun. Alors, on le verra, cela nécessite aussi de passer d'un système qui est centré essentiellement sur l'automobile individuelle à base d'énergie fossile, en particulier le pétrole, vers un système qui est composé de multiples modalités, les voitures partagées, le vélo partagé, et aussi vers d'autres sources d'énergie. Alors, le CIDELA, avec son prisme notamment réseau d'énergie, est, je dirais, rentré naturellement dans le sujet de la mobilité, notamment par les infrastructures d'avitaillement. On le verra, les infrastructures de recharge des véhicules électriques, la GNV, l'hydrogène qui est en cours de travail aujourd'hui d'instruction. Et au travers de ce webinaire, ce que nous vous proposons, c'est de prendre aussi de la hauteur pour illustrer par quelques exemples les leviers qui sont à disposition des collectivités territoriales, et ils sont certainement très nombreux. Prochainement, nous allons travailler au CIDELA sur une feuille de route sur le sujet de la mobilité et au vu des besoins identifiés par les collectivités, cela pourrait être l'occasion d'initier des actions mutualisées du CIDELA pour le territoire. Voilà donc en quelque sorte le sujet sur lequel on va travailler prochainement. Je vais laisser maintenant la parole à Agnès qui va entrer dans le vif du sujet et je vous souhaite une bonne conférence et on se revoit donc en fin de webinaire. À tout à l'heure. Merci Didier. Donc, ce cycle de 8 webinaires va bientôt s'achever. Donc, on est au 7e consacré à la mobilité durable. Le dernier sera sur la méthanisation des réseaux de gaz. Sans plus attendre, je vous propose donc de vous présenter les différents intervenants qui vont se succéder ce matin. Donc, à mes côtés, Amandine Adrani, qui est coordinatrice plan climat et mobilité au CIDELA. Aomar Tamek, qui est chargé de mission mobilité, et Claire Desforges, qui est responsable gaz renouvelable à la SEM CIDELA Énergie 44. Voilà, donc ces différents intervenants vont prendre la parole successivement sur les différentes parties de ce webinaire. Donc ce webinaire, il est décomposé en 4 parties. Vous aurez une première partie introductive pour vous montrer que la mobilité est effectivement un secteur aux multiples enjeux. Une partie plutôt consacrée au CIDELA et ses interventions en matière d'infrastructures d'avitaillement. Et en partie 3, plutôt des aspects qu'on qualifierait de... On va parler justement de l'analyse de cycle de vie et de l'impact environnemental des différentes filières. Voilà, merci. Et puis, dernière partie, pratico-pratique, on va dire, sur les leviers d'action dans les territoires. Bien, merci. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie. Le CIDELA développe des infrastructures d'avitaillement. Alors, cette partie-là, donc, il y aura 3. On va à la fois d'abord traiter du sujet de la mobilité électrique, puis après, donc, il sera traité par Aomar Tamek chez nous. Et après, Claire Desforges, les sujets de gaz naturel véhicule et d'hydrogène. Donc, rapidement, en introduction, juste sur le déploiement des bornes de recharge. Je fais une petite note d'histoire avant de laisser la place à mon collègue.
On a démarré dès 2014 avec un collègue qui a démarré dès 2014 sur les sujets d'IRVE avec des études préalables. Il a été validé en octobre 2015, le schéma de déploiement tel qu'on connaît aujourd'hui, tel qu'il est mis en place aujourd'hui, qu'on va vous présenter. Et au fil de l'eau, on a pris la compétence IRVE, qui est une compétence communale, donc IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc on a les communes, vous nous avez délégué cette compétence au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on a déployé les bornes ces dernières années. La première borne ayant été mise en service en septembre 2016 à Vieille-Vigne. Et tout au long de ce déploiement, on a aussi tâché d'améliorer le service utilisateur, le service usager qu'on appelle aujourd'hui CIDEGO, et on va voir au fil de la présentation que ce service va aussi évoluer ces prochaines semaines. On a aussi tâché d'améliorer et la disponibilité des bornes et le service usager pour faciliter l'accès à ces infrastructures. Donc je laisse la place à Omar. Bonjour à tous. Là, comme évoqué par ma collègue Amandine, le CIDELA à travers le premier schéma directeur de développement des infrastructures de recharge. Le CIDELA a déployé donc plus de 200 bornes sur l'ensemble du territoire pour renforcer le réseau de recharge. Ce que vous voyez sur le schéma, on distingue trois grandes catégories de recharge. La recharge domicile-travail, qui représente à peu près 90% des besoins. Ce sont des bornes privées et donc avec des recharges effectuées durant la nuit et sur les périodes des heures creuses, qui impactent moins le réseau. En complémentarité, le CIDELA a déployé les bornes normales dans les centres-bourgs et les centres-villes. Ce sont des bornes avec une puissance de 18 kg et qui permettent de récupérer une autonomie de 100 km en 1 heure. En complément, il y a les bornes rapides, donc ce sont des bornes avec un peu plus de puissance de 50 kg et qui permettent aux usagers de récupérer une autonomie de 100 km en 20 minutes. Ce sont des bornes notamment installées à proximité des axes routiers. Voilà donc le maillage actuel qui est conséquent sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on voit sur la carte, c'est en point bleu, c'est les bornes normales qui ont été installées sur chaque commune ayant plus de 1500 habitants. Les points en vert sont les bornes normales, les bornes rapides, qui sont installées tous les 20 km sur l'ensemble du territoire. Concernant les statistiques d'utilisation de notre réseau, aujourd'hui on est à 25 587 recharges effectuées sur l'ensemble du réseau depuis la mise en place de la première borne. On a plus de 550 badges en circulation, dont 17% affectés aux entreprises et aux collectivités, avec une charge par jour en moyenne de 60. Suivant. Toujours dans le cadre des statistiques, là, on voit on représente l'évolution de nombre de recharges sur notre réseau. Ce qu'on voit sur le graphe, on a un démarrage assez lent sur l'année 2017 et 2018, se traduit notamment par le nombre de stations qui ont été mises en service. En 2019 et 2020, on voit l'augmentation exponentielle des recharges, qui est due principalement à l'ouverture de notre réseau à l'itinérance entrante. L'itinérance entrante, on a passé des accords d'itinérance avec des opérateurs, des usagers qui viennent se charger sur nos bornes. On voit comme on voit sur le camembert à droite, qui représente 56%. Malgré la crise du Covid et les restrictions aussi liées à cette crise, on a constaté quand même une augmentation pendant l'année 2020 avec un pic notable sur la saison estivale, sachant que notre département il est situé dans une zone côtière qui provoque en fait cette augmentation d'utilisation des bornes. Ces statistiques sont disponibles sur notre site internet et sont aussi mises à jour tous les 3 mois. Ils sont disponibles, accessibles pour la presse et pour nos communes adhérentes aussi.
slide suivant. Donc, là, on voit la répartition des usages donc, sur l'ensemble du territoire. On voit donc l'hétérogénéité d'utilisation. On a des bornes qui sont très sollicitées sur la côte et aussi sur la périphérie de Nantes. On voit aussi donc, la grande sollicitation des bornes rapides par rapport aux bornes normales, donc, ce qui est représenté avec des disques verts. Par exemple, la borne de Triguères, qui a été mise en place en juin 2020, représente aujourd'hui un sixième donc, de nombre de recharges sur notre réseau. Ce qui montre donc l'importance aussi de mettre la bonne borne à la bonne place. Ici, on passe donc à la matrice donc, financière de notre réseau. Le parc RVE du CIDILA, donc depuis sa mise en place, a coûté 2 673 000 euros, avec une contribution de la part de l'ADEME, donc et la région, sous forme des subventions de 916 000 euros. Ce que vous voyez donc en dessous, c'est les prix en fait de chaque borne. On a donc autour de 10 000 euros pour les bornes normales et pour les bornes rapides, donc le prix s'élève à 38 000 euros. À gauche, donc par rapport au bilan de l'année 2020, la dépense totale du fonctionnement s'élève à 255 000 euros. Donc c'est une dépense qui est non négligeable. Ce qu'on va l'expliciter dans la slide suivante. À côté, on a la recette cumulée sur l'année 2020. Ce qui saute aux yeux directement, c'est la différence entre les deux, donc la différence liée au fonctionnement et la recette, ce qui montre qu'on n'est pas aujourd'hui sur un équilibre économique. On espère aussi atteindre donc, cet équilibre donc dans les prochaines années avec l'arrivée en masse des véhicules électriques et l'optimisation aussi financière de notre réseau. Sur ce slide, on voit en fait l'image détaillée de la dépense liée au fonctionnement. On voit donc l'énergie d'électricité, la facture d'électricité qui vient en tête avec une part de 45%. La deuxième dépense est liée donc notamment à la maintenance, que ce soit curative ou préventive du parc. Voilà, donc l'idée, sur ce slide, on compare la consommation totale de notre parc d'électricité donc par rapport à la production annuelle de la centrale photovoltaïque installée à Machecoul. Ce qu'on a constaté, c'est que la consommation électrique a plus que doublé par rapport à 2019. En 2020, on est plutôt à 247 MWh, ce qui représente à peu près 6% de la production totale de la centrale de Machecoul. Toujours dans le cadre de l'amélioration du service et donc pour accompagner aussi l'évolution technologique, aujourd'hui notre service Idego il est en évolution vers une marque Westcharge. En effet, les syndicats ligériens, à savoir la Loire-Atlantique, l'Indre-et-Loire et la Mayenne et la Vendée, ont décidé d'unifier leurs services pour améliorer donc la qualité du réseau et se joindre donc sous une marque commune Westcharge avec plus de 500 bornes sur l'ensemble de la région. On a défini dans ce cadre de ce nouveau marché donc un ensemble de critères de performance que notre prestataire s'engage à les respecter, à savoir le taux de disponibilité. Donc on a imposé un taux supérieur à 98%. Et aussi le service client qui touche forcément nos usagers. On a imposé un temps de réponse et de résolution inférieur à 30 secondes. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette amélioration du service et pour travailler sur l'expansion du parc pour un accès équitable de nos usagers à ces services, on travaille donc avec nos élus sur l'élaboration d'un deuxième schéma directeur pour déployer des nouvelles bornes et accompagner aussi l'évolution technologique des parcs. Et on souhaite faire sortir ce schéma d'ici la fin d'année. Voilà, donc c'est ça la partie service Idego et la mobilité. Je laisse la main à ma collègue Claire.
pour la partie BioGNV et GNV. Des questions? Alors, il y a Si vous eu effectivement un certain nombre de questions qui ont été postées sur le fil de discussion. Mes collègues spécialistes répondent à vos questions simultanées, sauf si il y a une question que je peux prendre éventuellement si vous souhaitez à l'oral, vous me le signifiez par un signe de la main. Et sinon, alors, il y a, oui, Amandine me précisait qu'il y a une petite question qui serait peut-être à préciser de Bernard Gendronneau. Si vous pouviez activer votre micro, on vous écoute. Vous êtes toujours avec nous? Sinon, je peux essayer déjà de répondre à la question par rapport à la question du dimensionnement du réseau. Aujourd'hui, on pourra vous envoyer le lien, il y a RTE qui a déjà réalisé une étude avec un certain nombre de scénarios qui ont été étudiés justement sur le déploiement des infrastructures de recharge et l'impact potentiel sur les réseaux. Si je résume très rapidement, mais cette étude montre un certain nombre de choses et on pourrait en faire un webinaire spécifique, c'est que aujourd'hui, le réseau, même si demain on a 15 millions de véhicules électriques, en France, et à noter qu'aujourd'hui, on a 32 millions de véhicules qui circulent au niveau national. Même si on a 15 millions de véhicules électriques qui arrivent sur le réseau, si on fait un peu d'intelligence, à savoir notamment des recharges dans les zones nocturnes, quand le réseau n'est pas forcément beaucoup sollicité, le réseau est déjà bien dimensionné. Donc ça, c'est un élément quand même qui est ressorti de cette étude. Il n'y a pas de gros risques en tout cas, même s'il y a toujours des périodes de risque, notamment dans les pointes entre 17h et 19h, où en effet là, il y a du risque. Mais si on arrive déjà à lisser par du comportement ou par un peu de technologie, on peut déjà grandement diminuer cet impact-là. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui, nous, à notre niveau, au niveau des syndicats d'énergie, on pourra essayer d'étudier ces prochaines années. Dans votre question, vous parlez aussi du lien avec les ENR. Pour justement conforter d'un côté la consommation, de l'autre côté la production, puis nous au milieu au niveau des réseaux où c'est notre métier. Mais en effet, on pourra vous montrer vous faire passer cette étude-là qui montre qu'il n'y a pas en tout cas de gros impacts à ce jour. Il n'y a pas de grosses alertes en tout cas sur le dimensionnement du réseau. Bien, merci Amandine pour cette précision. Sur les autres questions, je laisserai mes collègues répondre éventuellement si c'est possible. En tout cas, je vous propose de passer à la partie suivante présentée par Claire Desforges, donc plutôt sur le GNV. Oui, bonjour à tous. Alors, on change de sujet. On va parler de gaz naturel pour véhicules, donc GNV. Donc, le GNV classique est issu du réseau de gaz, typiquement le réseau GRDF, et il est composé principalement de méthane. Le GNV est brûlé dans un moteur thermique qui n'est pas soumis aux restrictions de circulation dont parlait Amandine tout à l'heure. Et ce sont donc des véhicules qui sont conçus spécifiquement pour le GNV. Et le bio-GNV, donc là je clarifie le vocabulaire hein, parce que c'est pas toujours facile. Le bio-GNV, lui, c'est la même chose chimiquement, sauf que c'est produit à partir de biomasse renouvelable. À droite, vous avez un petit carré sur le vocabulaire. Donc GNV, c'est le mot générique. Ensuite, il y a deux sortes de GNV, le GNC qui est comprimé sous forme gazeuse à 200 bars et le GNL qui est liquéfié à moins 160 degrés. Et selon les véhicules, on utilisera l'un ou l'autre. Donc, ce ne sont pas les mêmes stations et ce ne sont pas les mêmes usages. Le bio-GNV aujourd'hui est toujours sous forme comprimée. Ça se développera peut-être sous forme liquéfiée plus tard. Le petit schéma montre en fait qu'il est issu de la méthanisation agricole, donc de la fermentation des déchets organiques, déchets agricoles. Le gaz est injecté dans le réseau et ensuite la station est branchée sur le réseau qui peut ensuite alimenter des véhicules. En fait, une petite précision, il y a la notion de garantie d'origine. Donc, si vous voulez à la pompe choisir le bio-GNV plutôt que le GNV,
vous devez payer un surcoût qui va permettre de financer les garanties d'origine prouvant que le gaz est renouvelable. Donc, en fait, si vous équipez votre flotte pour vos véhicules pour le GNV, c'est une façon aussi d'être en mesure de consommer du bio-GNV. Donc, cette technologie est bien mature. Il y a des pays qui sont bien plus en avance que la France, par exemple l'Italie, où c'est traditionnellement, depuis de nombreuses années, d'usage courant. Et l'offre de véhicules est bien développée en Europe, avec peu de constructeurs français, mais beaucoup de constructeurs européens qui sont capables de proposer des véhicules dans toute la gamme, du véhicule léger jusqu'à l'autobus, au poids lourd. Concernant les coûts, donc le GNV est compétitif. Alors là, je parle des coûts de fonctionnement. Sur la droite, quelques illustrations des ordres de grandeur. Si on compare au diesel, sur le cas d'une berline, pour une berline qui consommerait 7 litres au 100 à un diesel à 1,3 € du litre, on a un coût de 9 € pour 100 km. Alors qu'en GNV, vous avez une économie à la pompe donc une économie sur la consommation et une économie en termes de coût, parce que ce n'est pas le même système de taxes, donc ça vous revient environ à 6 € pour 100 km. Si vous êtes prêt à payer le surcoût pour les garanties d'origine, ça vous reviendra à 7 € pour 100 km. Bien sûr, les véhicules sont encore un peu plus chers que les véhicules thermiques classiques, mais l'un dans l'autre, sur des flottes qui font beaucoup de kilomètres, c'est rentable. Un petit focus sur les bénéfices environnementaux. On a évoqué la pollution de l'air tout à l'heure, les gaz à effet de serre également. Donc, par rapport au diesel, les gaz à effet de serre sont divisés, alors sont diminués de 20% si vous êtes au GNV fossile et de 80% si vous êtes au bio-GNV. Les oxydes d'azote sont divisés par 2 environ. Les particules fines de 90% sont réduites de 90% et le bruit également, c'est important, notamment en ville, divisé par 2. Voilà, que fait le CIDELA donc, pour développer le GNV? Donc, on participe au déploiement d'un maillage territorial cohérent. Donc, sur la gauche, vous avez la carte Pays de la Loire avec un morceau de la Bretagne. Cette carte est publique, vous pouvez la retrouver sur le site gazmobilité.fr. Donc, il y a pas mal de sites en fonctionnement et surtout beaucoup de stations en projet. Sur la droite, je liste spécifiquement ce qui se passe en Loire-Atlantique. Donc, nous avons 4 stations ouvertes à ce jour, à Nantes-la-Beaujoire, à Saint-Herblain, en route de Vannes, à Rezé sur le Mine, et une 4e spécialisée en gaz naturel liquéfié à Donge. Vous avez 6 stations en projet à notre connaissance, dont 4 sur lesquelles nous sommes impliqués en tant que CIDELA Énergie 44, donc au travers de la Société d'économie mixte du CIDELA, qui a vocation à investir dans les énergies renouvelables. Donc, Montoire de Bretagne, Ancenis, Saint-Herblain sur le site de Tougaz, Redon, Nantes Prairie de Mauve, les Sorinières et Valette, ce seront 2 autres projets portés par des opérateurs privés. Donc, le maillage est en train d'arriver. Je vous montre ici la photo du chantier prise cette semaine sur le site de Montoire. Donc, ça va être la première station GNV ouverte au public par le CIDELA et SACEM en partenariat avec l'exploitant Proviridis. Donc, vous voyez aussi à quoi ressemblera la station, donc au pied du pont de Saint-Nazaire. Elle sera mise en service normalement en juin. Donc, pour terminer sur le thème du GNV, j'ouvre sur d'autres stations qui sont en réflexion avec les territoires pour passer le message suivant. Une station ne se développe que s'il y a des clients. C'est la fameuse problématique de la poule et de l'œuf. Nous sommes là pour développer les stations, mais il faut quand même justifier auprès des banques que nous aurons des clients. Donc, un certain volume doit être sécurisé. Donc, c'est un travail avec vous, les territoires, pour identifier quels sont les transporteurs qui sont actifs sur vos territoires, quelles sont les flottes d'autobus, ainsi que les bennes à ordures, les flottes d'entreprises en véhicules utilitaires qui pourraient être intéressés.
Et nous, notre rôle, Sidela, c'est d'animer cette sensibilisation pour créer une dynamique vers ce nouveau carburant qui a beaucoup de vertus environnementales et économiques. Donc, je me tiens à votre disposition pour justement faire émerger ces projets et les concrétiser. Donc, les autres territoires, Clisson et Gétigné, Machecoul, Châteaubriand-d'Herval, Savenay-Cambon, Saint-Étienne-de-Montluc et d'autres peut-être, dont vous allez me parler ensuite, j'espère. Donc, avec toutes ces stations, on arriverait à une quinzaine de stations sur la région dans les 3-4 ans à venir. Donc, c'est très encourageant. J'ai deux petites diapos complémentaires sur l'hydrogène et je prendrai vos questions après. Alors, l'hydrogène. Quelques précisions pour savoir de quoi on parle. Donc, les véhicules à hydrogène, ce sont bien des véhicules électriques, mais dans lesquels l'énergie n'est pas stockée dans une batterie, mais bien sous forme de gaz, le gaz hydrogène, comprimé à 350 ou 700 bars. Ces véhicules ne font pas de bruit et ne polluent pas l'air, tout comme un véhicule électrique à batterie. Un petit point sur la sécurité qui questionne certaines personnes. L'hydrogène est un gaz très très léger. Donc, à l'air libre, s'il y a une fuite, ce n'est pas du tout gênant. Mais en espace clos, on prend quelques précautions, notamment la ventilation ou la détection de gaz. Cette technologie donc, est moins mature que le gaz naturel véhicule, mais elle est prometteuse et elle est subventionnée parce que notamment l'État français a une forte volonté et les régions aussi, l'ADEME, les territoires subventionnent pour faire émerger cette filière qui, on verra en France, est prometteuse d'autant plus que l'électricité française est bas carbone. Et comme on fabrique l'hydrogène avec de l'électricité, ça a pas mal de sens en France. Je vous invite à regarder le schéma en bas qui montre les différentes voies de production de l'hydrogène aujourd'hui et demain. Donc, on parle des fois d'hydrogène gris, donc c'est de l'hydrogène fossile issu du gaz naturel. Ce n'est pas celui-ci qu'on vise dans le développement de la mobilité hydrogène. Ensuite, on a l'hydrogène dit bleu, donc bas carbone issu de l'électricité nucléaire. On peut aussi avoir de l'hydrogène vert, et c'est ce à quoi on aspire, issu de l'électricité renouvelable, par exemple l'électricité éolienne, ou bien de gazification de la biomasse. Ce sont des voies de génération d'hydrogène qui sont un petit peu plus innovantes, pas encore très matures. Voilà, donc l'hydrogène, ensuite, est embarqué dans le véhicule sous forme dans un réservoir, et ce gaz alimente une pile à combustible dans laquelle on recombine l'hydrogène à l'oxygène pour former de l'eau et de l'électricité qui va entraîner le moteur. Comment le Sidela s'implique sur ce sujet d'hydrogène? Alors, on s'associe à d'autres. C'est très innovant, donc on est en phase encore un peu expérimentale. Des projets émergent. Donc là, j'ai cité 3 projets qui concernent la Loire-Atlantique. Le projet Vigo. Le projet Vigo est mené par l'entreprise Life, dont vous avez peut-être entendu parler, donc une start-up nantaise qui grossit très vite, qui va, à partir d'énergie éolienne, fabriquer de l'hydrogène 100% renouvelable pour alimenter un réseau de stations. Donc, en partenariat avec d'autres syndicats d'énergie, ça se joue sur 3 régions, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Donc, nous sommes partenaires. Il y a aussi le projet H2Loire-Vallée qui concerne l'estuaire et qui est mené par le Grand Port avec la filiale d'EDF Dynamics. Et le projet de Redon, on y reviendra en 3e partie, qui est très original et à cheval sur les 3 départements Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. Donc, j'en reparlerai juste après. L'idée ici, c'est de développer simultanément à nouveau la production et la demande. Et les appels à projets de l'ADEME s'intitulent écosystèmes territoriaux. Et souvent, c'est aussi les communautés communes qui vont impulser, on le verra sur Redon, ce genre de projet où il faut une complémentarité entre les acteurs privés, publics, pour faire émerger ces écosystèmes. On arrive à la période de questions sur ces 2 gaz, donc n'hésitez pas. Alors, il y a une question dans le fil de discussion de Jean-Pierre Hameau. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez activer votre micro.
Oui, ma question, c'était juste de savoir s'il y avait une implication du SIDELA sur la production de méthane. Je n'aime pas trop le terme de biogaz, hein, métagaz. Oui, c'est une application beaucoup sous forme d'accompagnement des territoires et des projets en lien avec le collectif qui s'appelle Coop Meta, piloté par le département 44. Donc, un dispositif partenarial pour accompagner les porteurs de projets et les collectivités qui accueillent ces projets. Ponctuellement également, la SUN du CIDELA peut être amenée à investir dans un projet pour faciliter son décollage dans les premières années. Donc voilà, on est impliqué à ces deux titres dans l'émergence des projets de méthanisation en vue de produire du biométhane qui va alimenter les réseaux de gaz. Il y a un webinaire qui sera sur le sujet de la méthanisation la semaine prochaine à la même heure, donc 100% sur ce sujet-là. Donc je vous invite à vous inscrire. Effectivement, du coup, on ne prendra pas aujourd'hui les questions sur la méthanisation parce qu'on a un sujet dédié, effectivement, comme le rappelait Claire, le 26 mars, un webinaire dédié à la méthanisation et au réseau gaz et production de chaleur renouvelable. Peut-être une dernière question de Patrick Corbel avant de passer à la suite. Où en est-on sur le développement des véhicules à hydrogène? Oui, les véhicules à hydrogène sont encore peu développés. Il y a peu de constructeurs qui les produisent de série. Par contre, tous les constructeurs sont impliqués en termes de R&D sur ce sujet. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qu'on appelle des rétrofits, c'est-à-dire, enfin, c'est mal formulé, c'est-à-dire l'équipement d'un véhicule à batterie électrique à batterie classique avec un réservoir d'hydrogène qu'on vient adapter sur le véhicule. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Symbio qui vend ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, on peut avoir donc on peut avoir des Kangoo à hydrogène, on peut avoir des utilitaires légers à hydrogène. On connaît la Hyundai Mirai qui sont des grosses berlines aussi. Et puis, vers la mobilité poids lourd, bus, ça se développe. Souvent, ce sont des partenariats entre les constructeurs et les grosses flottes. Donc, ce n'est pas forcément des véhicules catalogue, mais la technologie existe, est en train de s'améliorer. Merci. Bien, je vous propose de clore le webinaire. J'ai un problème de partage d'écran qui va être réglé incessamment sous peu. Donc, juste pour vous rappeler que donc, nous avons un questionnaire de satisfaction qu'on vous propose. En tout cas, on va vous mettre le lien. S'il vous plaît, prenez quelques instants pour répondre à ce sondage de satisfaction. Et ensuite, je vais laisser la parole à Monsieur Meyer qui souhaite intervenir et clore ce webinaire. Bien, je voulais donc vous remercier à nouveau pour votre présence et l'intérêt pour le sujet. On ne va pas bien évidemment refaire le webinaire, j'insisterai plutôt sur ce qui a été exprimé autour des leviers qui sont effectivement multiples, qui sont également sans doute différents, et on l'a vu à travers quelques expressions qui sont apparues selon que l'on est en territoire urbain ou territoire plus rural. En tout cas, on voit bien que ça appelle à la fois des changements de comportement, des innovations technologiques, et que les collectivités ont un rôle à jouer certainement là-dedans, de facilitation certes, mais aussi de lien avec les usagers à travers des expérimentations, à travers des tests, à travers des exemplarités certainement aussi de leur propre infrastructure ou de leur propre flotte, par exemple, de véhicules. Je voudrais aussi insister sur le rôle du CIDELA dans tout cet enjeu qui se tient à disposition, bien évidemment, des collectivités, des territoires pour accompagner donc ces politiques publiques. Et puis, je voudrais surtout remercier les collaboratrices et les collaborateurs du CIDELA qui ont œuvré pour la construction et la présentation de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous pourrez donc compléter toute cette présentation par les nombreux liens qui ont été mis durant la présentation. En tout cas, nous nous tenons à votre disposition. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et
et à bientôt. Je laisse à nouveau peut-être la parole à Agnès pour Juste pour conclure. Oui, Voilà. merci Didier. Donc, je vous rappelle donc encore une fois notre prochain webinaire qui sera le dernier de ce cycle sur la méthanisation, la production de chaleur renouvelable et les réseaux gaz. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Et puis, dernier peut-être focus sur nos différents liens et comment nous contacter, pardon. Ainsi que les intervenants, je vous les ai présentés. En tout cas, je vous souhaite une belle journée également et à très bientôt.